avez choisi BSC Télévision, mesdames et messieurs, vous avez bien fait. Bienvenue à votre émission Emergence Day consacrée à ces temps forts de l'année 2022. Aujourd'hui, nous avons reçu des invités. D'abord, Orissia Sakiriki. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec vous, nous allons parler de l'émergence du journalisme en République démocratique du Congo. Étant journaliste, pouvez-vous d'abord nous dire qui est journaliste et c'est quoi le journalisme? Merci pour la question. D'abord, pour ceux-là qui ne nous connaissent pas, je suis journaliste, présentatrice de l'émission Grand Réveil à la RTVS 1 Radio. Je présente également les journaux parlés. Voilà, vous parlez de l'émergence des médias. Oui, des médias en République démocratique du Congo. Bon, je dirais que les médias en RDC a eu une histoire, vraiment une grande histoire. Il faut savoir avant que le pays entre dans les cycles démocratiques, nous sommes passés par un temps très fort de, s'il faut dire comme ça, la dictature. Pendant au moins 32 ans, il n'y avait qu'un seul, si je peux dire comme ça, un média qui informait que une seule chaîne de télévision, s'il faut dire comme ça, La Voix du Zaïre. Bon, il y avait quand même quelques journaux qui diffusaient des informations ayant trait que des messages ayant trait ou des messages du pouvoir, s'il faut dire comme ça. C'est en 1990 qu'il y a eu le vent, la population revendiquée après 32 ans, on voyait que des mêmes choses. Il y avait quand même l'opposition, il y avait la pression qui était... il y avait une pression sur le président Mobutu, alors il fallait changer de choses, raison pour laquelle il y a eu libéralisation de la presse, des médias. Il y a eu quand même des nouveaux médias, la presse écrite particulièrement. Il y a eu beaucoup de médias, Le Potentiel aujourd'hui, Forum des As et tout. Il y a eu vraiment des médias. Et puis, à un moment donné, il fallait passer la transition, année de la transition 1+4, les médias toujours suivaient, parce que la politique marche avec les médias comme ça. Arrivé en 2006, les élections, il y avait encore les médias qui accompagnaient les pouvoirs en place. Ouais, quand même, il y a eu vraiment l'émergence, si je peux dire, dans ce sens-là. Les médias évoluent par rapport à la situation politique du pays. Ok, merci beaucoup. Lorsqu'on parle du journalisme et les journalistes, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, ceux qui est en train de nous suivre, puissent d'abord savoir c'est quoi le journalisme et c'est qui un journaliste? Le collecte, le traitement, la diffusion, c'est ça le métier. Le journaliste, c'est ce chercheur-là, c'est lui qui cherche. C'est lui qui pratique ses métiers. Ouais, il cherche, il vérifie, il diffuse à travers les supports des médias, bien sûr, la télévision, la radio, la presse écrite, l'Internet aujourd'hui. Donc, le journaliste est celui qui cherche, qui vérifie et qui diffuse l'information au grand public. Alors, le journalisme en soi, c'est quoi le journalisme? Le journalisme, c'est ces domaines-là qui a pour but de chercher, de traiter puis de diffuser l'information. Ok, merci beaucoup. Quelles sont les avancées, je dirais, enregistrées dans le domaine des médias en République démocratique du Congo, du point de vue temporel et sporadique? Il y a eu vraiment, je peux dire, des avancées, c'est ça. Départ aujourd'hui, il y a plusieurs médias. La République démocratique du Congo, on a plus de 50, si je ne peux pas exagérer, plus de 50 chaînes de télévision, plus de 200 chaînes de radio, Internet, n'en parlons pas, les médias en ligne, la presse écrite. Donc aujourd'hui, on peut dire que les médias en RDC, c'est plein. Ok, à quoi est due cette prolifération de chaînes télé en République démocratique du Congo? Il y a, bon, je parlais de la situation d'abord politique. Il faut d'abord parler de la situation d'abord politique, ce qui a fait en sorte qu'il y ait prolifération anarchique des médias. J'ai commencé par la libéralisation des choses d'abord. Avec Mobutu, 32 ans, il n'y avait pas de chaîne.
À un moment donné, quand le peuple avait marre de Mobutu, il fallait que les gens s'expriment, non? Et en 1990, il a permis la libéralisation des médias. Il y a eu quand même des médias d'opposition. Les médias en question étaient même, pour ceux de la presse écrite, des grands titres étaient écrits en rouge pour dire que nous sommes dans l'opposition, vous voyez, à ce moment-là. Et puis, il y a eu encore 1+4. 1+4. Fallait savoir ce qui se passe dans les pays. Il y a de cela. Avec, je disais tantôt, Mobutu, c'était à la conférence souveraine et tout. Et aujourd'hui, arrivé en 2006, il y avait 1+4. 2001, jusqu'à 2005, il y avait encore une autre conférence comme ça pour rassembler les gens. Les médias étaient là et ça prenait de volume. 2006, des élections. On a vu Digital Congo qui s'alliait et RTGA du côté ancien président de la République. On voyait Canal Kin, Radio Liberté et tout, côté ancien candidat Jean-Pierre Bemba. Donc après ça, c'était le vent. Tout politique voulait avoir un canal pour passer l'information. Alors, Jean-Pierre Bemba, alors beaucoup de candidats comme ça a commencé comme ça. Aussi des églises, il faut pas, il y a des leaders d'opinion là-bas, des pasteurs qui voulaient également passer le message, prêcher à travers le média. On a vu ça. Donc c'est ça, on en a plein et aujourd'hui c'est très compliqué parce que chacun veut mettre, je ne sais moi, un peu de dièse dans ce qu'il fait pour passer l'information. Le fait d'avoir beaucoup de médias, selon vous, Madame Orissa Sakiriki, cela est en train de bloquer ou de faire émerger les tissus des médias en République démocratique du Congo? À rien, je dis. Excusez-moi. Hein. Aujourd'hui, bon, sous d'autres cieux, bon, il y a des chaînes, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se faire connaître sans passer par les médias, vous voyez. Chez nous, il y en a beaucoup. Nous avons combien d'églises? Il faut calculer. Tu verras que chaque pasteur a sa chaîne de télévision, déjà. Les hommes politiques, n'en parlons pas. Si tu as des petits moyens, bon, j'apprécie votre chaîne quand même. Je suis assise confortablement. Il y a des boutiques comme ça, il y a des petites maisonnettes où tu as juste une seule caméra, une seule machine, micro et tout. Ben, ça commence. À propos de ce que vous venez de dire, que doit faire l'État congolais pour remettre la casquette du journalisme aux journalistes proprement dit? Aujourd'hui, c'est compliqué. Avec l'avènement de l'Internet, là, il faut des lois, il faut vraiment serrer fort. Parce que, comme je disais, aujourd'hui, tout le monde veut informer les gens. Comment? Est-ce que la personne qui informe, parce qu'au fait, dans la presse, le journaliste a le droit, il a aussi les devoirs. En journalisme, on dit toute bonne vérité n'est pas bonne à dire. Mais lorsque vous voyez une chaîne parce qu'il veut faire il veut se faire connaître, buzz et tout, on diffuse tout. On diffuse tout, même des informations très sensibles. Oui, la population veut connaître. Il faut connaître aussi, c'est par rapport au contexte du pays. Les lois ne sont pas bien appliquées, on doit se le dire, même les lois des médias. Vous voyez, c'est vraiment cette liberté. Alors l'État on dit toujours, nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne dépasse le pays. L'image que veut transmettre, que veut montrer le pays, on peut voir ça à travers le média. On voit des chaînes de télévision qui diffusent tous les jours les Kuluna. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Nous avons des Kuluna dans nos sociétés. Mais lorsque la chaîne est câblée, la chaîne est sur bouquet et tout le monde voit qui viendra au pays, hein? Quand même, il y a de l'insécurité partout. Je vois une camarade qui revient de Paris qui dit « Ah, Orissa, en tout cas, il y a de l'embouteillage qu'on pas possède tous les jours à Paris. Ouais. Mais on ne voit pas ça peut-être. » Voyez. Donc, on a beaucoup de choses à faire dans le pays aujourd'hui. Oui, la population, il faut, pour éviter
de faire passer n'importe quoi dans les médias, il faut d'abord qu'il y ait respect de loi dans tous les domaines et on verra réglementation. Pourquoi pas mettre seulement pour 5 chaînes, 10 chaînes? 5 chaînes, 10 chaînes selon vous. Vous avez parlé de la liberté, de la libre communication. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 précise que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits le plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cela est-elle applicable en République démocratique du Congo? Mais les gens parlent à tout moment, non? Nous, on parle, tu sais. Oui, je sais que vous parlez. En face d'ici, bon, je parle Congo-Brazza et voire même au Rwanda et tout. Bon, on ne parle pas comme ça comme chez nous. Ici, on parle, on insulte à tout moment. Bon, ce qu'on peut appeler libertinage, vous voyez? Ici, on parle. De fois, quelqu'un, bon, les politiques en particulier, hein, il vient, il dit non, aujourd'hui, moi, je suis venu pour insulter seulement. Vous voyez? Tout ça, c'est parce que déjà, la politique a failli, il faut dire comme ça. Donc, il faut vraiment des mesures draconiennes pour... Oui, il y a des lois. Nous, on ne manque pas des lois. Dès par notre constitution, nous avons des lois. La presse a des lois qu'on ne peut pas commencer à rappeler ici. Tout y est, mais ça manque juste l'application. Merci beaucoup, Orissia Sakiriki. Je rappelle que vous êtes journaliste de formation, présentatrice à la radio RTVS 1, défenseur des droits de l'homme et panafricaniste. Merci. Je vous remercie d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Merci. Okay. On se retrouve sur ce plateau juste après cette page informative. L'humanité entière célèbre le 3 juin de chaque année la journée mondiale des vélos. Une journée loin de se limiter à une simple reconnaissance des bienfaits du vélo. Elle a pour vocation d'encourager les États membres à développer activement la bicyclette en œuvrant au développement d'une véritable culture du cyclisme. L'adoption de la résolution de cette journée a eu lieu le 12 avril 2018 lors de la réunion ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York par consensus entre les 193 pays membres. Notons par ailleurs que le vélo est un moyen de déplacement accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement en favorisant la bonne gestion de ces derniers. L'humanité entière célèbre le 3 juin de chaque année la journée mondiale des vélos. Une journée loin de se limiter à une simple reconnaissance des bienfaits du vélo. Elle a pour vocation d'encourager les États membres à développer activement la bicyclette en œuvrant au développement d'une véritable culture du cyclisme. L'adoption de la résolution de cette journée a eu lieu le 12 avril 2018 lors de la réunion ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York par consensus entre les 193 pays membres. Notons par ailleurs que le vélo est un moyen de déplacement accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement en favorisant la bonne gestion de ces derniers. L'amour, le bonheur et l'espoir sont généralement les valeurs phares des dessins animés et cela ne peut avoir qu'un impact positif sur la santé. En effet, le rire permet de synthétiser la sérotonine, l'hormone qui régule notre humeur et lutte contre la dépression. Au terme de l'étude, des enfants qui ont écouté les dessins animés interactifs ont amélioré leurs conditions de l'ordre de 90%. Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles possibilités quant à la bonification des programmes d'études liés à la neurologie adressés à des enfants mais aussi potentiellement à des personnes âgées. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour parler de notre deuxième sujet avec Maître Bob Ngoy. Bonjour, Maître Bob, et merci d'être là. Bonjour, monsieur le journaliste Séverin. Merci de l'invitation. Vous êtes avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, docteur en droit,
assistant à l'université de Lubumbashi, faculté de droit, analyste politique indépendant et défenseur des droits de l'homme à la Ligue internationale de conseillers. Vous l'avez dit. Avec vous, nous allons parler du droit de l'homme. Bien évidemment. Ceux qui sont en train de nous suivre doivent d'abord connaître c'est quoi les droits de l'homme. Bon, de manière ramassée, le droit de l'homme est autrement appelé droits humains ou encore droit de la personne. C'est juste cet ensemble des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. En d'autres mots, le droit de l'homme, c'est cette norme qui reconnaît et protège la dignité de tous les êtres humains. Pour le dire de manière simple, oui, pour que tous ceux qui nous suivent puissent avoir le bénéfice de comprendre ce qui se passe, c'est que le droit de l'homme, c'est un droit qui, cet ensemble des règles qui régissent la façon dont nous vivons dans la communauté, c'est-à-dire les uns et les autres, d'une part. D'autre part, et c'est ça qui est le plus important, le droit de l'homme régit les relations qui existent entre l'individu, comme toi et moi, individu en tant que peuple, et le gouvernement. Donc, c'est un droit qui régit cette relation entre individu ou peuple et gouvernement, et le sens inverse également, c'est-à-dire gouvernement et individu. Donc, ces droits-là, entre d'abord membres de la communauté, Monsieur Sévérin est mon voisin, ce droit régit de quelle manière je dois vivre avec Monsieur Sévérin. Alors, en dehors de ça, ce droit, je vais le dire pourquoi un peu plus tard, régit également les relations entre l'individu et le gouvernement, et vice-versa, le gouvernement et l'individu. Donc, c'est le droit qui garantit la dignité humaine, de manière ramassée. Merci beaucoup. Comme toute chose à son origine, à sa source, je crois bien, les droits de l'homme aussi à sa source. Alors, quelle est l'origine du droit de l'homme? Bien évidemment, l'origine du droit de l'homme. D'où vient ce droit, en fait? Le siège même, ou la base, l'origine, ou ce qui donne du poids, ou ce qui a vu naître ou fait naître le droit de l'homme, ce n'est autre que la Charte des Nations Unies du 10 décembre 1948. Je vous donne le contexte. Nous revenions de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a eu, comme vous le savez, c'était une guerre mondiale, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans celle-ci. Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme, des maltraitances, des tortures, je vous évite la liste. Bref, il y avait eu beaucoup de méfaits au niveau international. Le droit n'était pas respecté. Et après être revenu de cette Seconde Guerre mondiale, les nations ont réfléchi pour se dire plus jamais un tel événement ne doit se produire. C'est-à-dire des graves violations des droits de l'homme. On tuait les gens comme on pouvait. Alors les nations se disent plus jamais une telle situation ne doit se produire. Et pour ça, nous devons mettre ensemble toute une liste des règles qui devront définir de quelle manière est-ce que nous devons vivre dans notre communauté. Ou mieux, de quelle manière est-ce que nous devons faire respecter les droits de chaque individu dans sa communauté, avec ses frères de la communauté, ou tout au mieux, le droit entre le gouvernement et la population. Comprenez par là que la motivation de ces États était due au fait que ces États piétinaient les droits. Donc l'homme n'avait plus de valeur. La valeur même ou la dignité de l'humain, de l'être humain, n'était plus respectée. Conséquence, il était normal de définir un cadre juridique dans lequel on exige, puisque c'était dans le cadre des Nations Unies, à Paris, en 1948, que cette déclaration universelle des droits de l'homme a vu le jour. Il fallait donc définir dans quel contexte. Comme ça, c'est une œuvre des Nations Unies, quoi de plus normal que tous les États membres des Nations Unies comprenez ONU, comme c'est connu de tous, Organisation des Nations Unies, tout État membre est obligé, après la ratification, après la déclaration des droits de l'homme aux Nations Unies, tout État était ainsi obligé de respecter le droit des individus.
Et tout État qui ne devrait pas faire la même chose ou respecter les droits de l'homme, mais étant membre des droits des Nations Unies, devrait être inquiété. Donc comprenez par là, pour répondre brièvement à votre question, que c'était dans l'idée de faire respecter les droits de l'homme, qui après la Seconde mondiale étaient bafoués et non respectés, que les États membres de l'ONU ont mis sur pied une déclaration dans laquelle ils devront parler de respect des prérequis, du minimum du droit réservé à l'être humain en tant qu'individu. Ok, merci beaucoup. Vous avez évoqué un propos très pertinent. C'est celui de faire respecter les droits à toute la communauté. Alors, pourquoi tout le monde devrait-il respecter? Tout le monde doit respecter les droits de l'homme. Pourquoi? Parce que sans les droits de l'homme, ce monde serait une jungle. Tout le monde se permettrait de faire tout le monde, de faire n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, parce que je suis ministre, moi, Maître Bob Ngui, je me lève un beau matin et je prends mon arme parce que j'ai une belle garde autour de moi et je tire sur vous. Et personne ne m'inquiète. Je ne suis pas inquiété parce que je suis ministre. Mais c'est à ce moment que ça devient dangereux. Parce que si tout le monde peut faire tout parce qu'il a un pouvoir, c'est dangereux. L'être humain, ben, ce monde va disparaître. Ça sera une jungle. Oui. Oui, ça devient une jungle. Tout le monde fait tout. Par contre, lorsqu'il y a des règles qu'on doit respecter, ça donne une paix dans la communauté. Chacun connaît les limites de son pouvoir et de ses droits et respecte les limites des droits de l'autre. Parce que le fait pour vous de ne pas respecter les droits des autres constitue une faute, on vous arrête. Et de cette manière, ça crée d'une certaine manière un ordre dans la communauté. Parce que tant que cet ordre n'est pas là, nous sommes comme qui dirait dans une jungle. On devient comme des animaux. C'est les plus forts qui gagnent. Imaginez-vous une communauté dans laquelle celui qui est fort gagne sur les autres. Ça ne serait pas un monde beau. Tout le monde se permettrait de faire tout. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Vous verrez que dans une certaine mesure, on a humanisé la guerre. Vous êtes militaire, vous êtes fort, vous êtes la Russie, mais vous n'avez pas le droit de venir tuer un petit peuple ukrainien. Vous verrez que c'est strictement interdit dans les droits internationaux humanitaires de s'attaquer à des civils. Les Russes ne peuvent pas se permettre de s'attaquer à des paisibles citoyens ukrainiens. Alors à ce moment, ce ne sera plus un problème entre la Russie et l'Ukraine, mais ce sera un problème du monde entier ou des organisations membres des Nations Unies qui vont s'attaquer à la Russie. Tout ça pourquoi? Faire respecter les droits humains. C'est pour ça que vous voyez même ici chez nous, la MONUSCO est là. Les gens se demandent, mais la MONUSCO est là, mais on nous attaque. Ah oui. On ne fait rien. À l'est Que fait la MONUSCO? Il y a des massacres chaque jour. Effectivement. Ça, c'est un problème. Parce que la MONUSCO a pour mission de protéger les civils et leurs biens. Parce qu'on a estimé que notre police et notre armée n'avaient pas cette faculté ou cette capacité. C'est de là qu'est venu, dans l'Organisation des Nations Unies toujours, d'organiser une forme d'armée qui, lorsqu'il y a par exemple un conflit entre la RDC et le Rwanda, serait comme une force d'équilibre qui devra, dans ce cas-là, créer une paix entre les deux pour protéger la population. La guerre est entre armées. Ça ne vous donne pas les droits de tirer sur la population. Une fois que ça arrive, la MONUSCO défend. Simplement parce qu'on estime que notre police n'était pas en mesure de protéger la population. C'est un peu dans ce cadre. Donc, on doit respecter les droits humains pour vivre dans un monde paisible. Pour vivre dans un monde paisible, à quel moment, Maître Bob, on peut dire que les droits de l'homme est violé? De manière simple, il y a violation des droits de l'homme lorsque, principalement, l'État, par exemple, utilise de son pouvoir pour piétiner les droits de la population. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi qui est au pouvoir. Lorsque moi, en tant qu'individu, je vous fais à vous du mal, dans ce cas, il n'y a pas violation des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est entre nous deux individus civils. Là vient maintenant votre question. À quel moment alors y a-t-il violation des droits de l'homme? Est-ce que quand je vous tue, il y a violation des droits de l'homme? J'ai dit non. Ça, c'est une violation des droits communs.
qui pourraient pas forcément nécessiter des lois internationales. Mais, j'y vais directement, il y a violation des droits de l'homme lorsque une infraction est faite sur un individu par son gouvernement. C'est-à-dire, pour qu'il y ait violation des droits de l'homme, il faudrait que celle-ci, cette violation, provienne d'une autorité au pouvoir sur un simple civil qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de pouvoir. Pour qu'il y ait violation des droits de l'homme, il faudrait qu'il y ait la présence d'un civil, également la présence d'une autorité. Une autorité, c'est-à-dire un homme, par exemple, politique. Dès lors qu'il n'y a pas cela, il n'y a pas violation des droits de l'homme, messieurs. Lorsque je suis là, je suis un simple, je suis par exemple, prenons l'exemple, le directeur de votre chaîne. S'il commet une infraction sur vous, ce n'est pas une violation des droits de l'homme. Pas du tout. Mais à quel moment il y a alors violation des droits de l'homme? Il y a violation des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'une autorité au pouvoir. Je m'explique mieux, une autorité politique ou administrative qui est au pouvoir en fonction, qui ferait cette violation en usant de son pouvoir sur ou contre un paisible citoyen qui n'a pas de pouvoir. Voilà au fait le vrai sens. Il y a violation des droits de l'homme lorsqu'une autorité établie commet une infraction sur un civil. C'est à ce moment qu'on peut parler des violations des droits de l'homme. Étant avocat, pouvez-vous nous citer quelques droits de l'homme? Bien sûr. Avant de vous les citer, j'ai fait comprendre à nos téléspectateurs en disant que qui dit droits de l'homme dit les droits fondamentaux, c'est-à-dire le minimum sans lesquels un être ne peut pas vivre. Ou mieux, les droits liés à la survie de l'homme. Pour que monsieur Maître Bob, tel qu'il est ici devant vous, survive, il lui faut des droits de l'homme. Les droits sans lesquels Maître Bob ne saurait pas vivre. Ici, maintenant pour les citer, je reviens toujours dans un des passages forts de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où on dit « Tout individu a le droit à la vie », virgule. Ici, je vous fais voir déjà, je cite un des droits, qui est le droit à la vie. Donc, tout être humain a droit à la vie. On doit sauvegarder sa vie. On ne peut pas s'attaquer à la vie de l'être humain. C'est un droit fondamental, c'est-à-dire un droit inaliénable. On ne peut pas enlever, peu importe les motifs. C'est pour ça que vous verrez d'ailleurs que la peine de mort, on dit toujours il est condamné à mort. Mais on n'applique pas. On vous met, aujourd'hui on parle des prisons à vie. Oui. Pourquoi? Parce que si vous êtes un État membre des Nations Unies et que vous n'avez pas encore aboli la peine de mort chez vous, vous allez à l'encontre de ce principe, le droit à la vie, qui est un principe des droits de l'homme. Vous voyez? Ou un droit fondamental de l'être humain. Premier droit. Deuxième droit, nous continuons, toujours avec ces passages où on dit « Tout être individu a droit à la vie, à la liberté », le mot est clair, la liberté, ma possibilité d'aller d'un point à un autre sans que quelqu'un ne soit derrière moi. Et la sûreté, c'est cette sécurité. Droit à la vie, droit à la liberté, à la sûreté de la personne. Cette sécurité-là. Non seulement ça, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. On ne peut pas tenir quelqu'un en esclavage ou encore une forme d'arrestation, une servitude ou encore l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Et non seulement ça, je gagne du temps, puisqu'on court derrière le temps, nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Vous ne pouvez pas torturer des gens. Vous savez que dans notre loi, c'est strictement interdit. J'ai tué quelqu'un, oui, mais vous ne me torturez pas. Pourquoi? Parce que malgré que j'ai tué, j'ai encore les droits. Le droit de l'homme me protège. Vous comprenez? Donc vous avez les droits à la vie, les droits des biens vous vêtir, l'égalité entre l'homme et la femme. L'homme, c'est un passage important, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Cette dignité et cette égalité entre l'homme et la femme, tout ça. Donc il y a plusieurs droits de l'homme, que je viens d'ailleurs de vous citer ici. Vous vous rendez très vite compte que ce sont des droits sans lesquels un homme ne peut pas vivre. Comment vous allez vivre? Vous pouvez vivre si vous n'êtes pas en vie. Voilà l'importance du droit à la vie. Comment vous pouvez vivre si vous ne mangez pas? Le droit d'une bonne alimentation. Comment vous pouvez vivre si vous n'êtes pas en bonne santé?
le droit à la santé. C'est pour ça que les organisations des droits de l'homme s'attaquent généralement au gouvernement lorsque les prérequis ne sont pas respectés, comme c'est le cas dans un certain secteur, ici chez nous, en République démocratique du Congo. En vous suivant, vous avez vraiment évoqué des aspects très très pertinents, mais nous aimerions aussi savoir pourquoi nous parlons des droits de l'homme et non des responsabilités des hommes. Droits de l'homme, responsabilité de l'homme. Quand on parle du droit, de manière générale, Oui. on peut ramener ce débat-là au niveau de la définition des concepts. On pouvait bien parler de la responsabilité des hommes, mais ça n'allait pas traduire le sens même du souci que poursuit la Déclaration universelle des droits de l'homme. On pouvait dire Déclaration universelle de la responsabilité de l'homme. Mais le mot responsabilité, de manière lexicale, ne définit pas exactement le contexte ou le contenu même du droit de l'homme. C'est pour ça que le concept de droit est venu. C'est quoi le droit, en fait? Une définition rapide. C'est l'ensemble des règles, le mot droit, l'ensemble des règles impersonnelles, coercitives, censées régir la vie des hommes en société. Oui. Maintenant, ici, avons-nous des règles? Oui. C'est quoi l'objectif de ces règles? De régir ou réguler la vie des hommes en société. Alors, dans ce cas, le concept ou le mot responsabilité n'a pas sa place. Puisqu'il s'agit des règles, le droit de l'homme est un ensemble des règles, comme je l'ai dit au départ. L'ensemble des normes censées également régir la vie des hommes en société et garantir la protection humaine. Donc ici, le concept de responsabilité n'aurait pas traduit le vrai sens de ce qu'on cherche. Et c'est pour ça que le mot droit a sa place, puisqu'il s'agit des règles censées régir la vie des hommes en société. Voilà un peu de manière ramassée comment je peux justifier cela. Merci beaucoup, Maître Bob. Ceux qui sont en train de nous suivre veulent savoir comment ils peuvent arriver à défendre leurs droits. Et ils peuvent le défendre où, précisément? Il y a des cours et tribunaux. Si vous êtes lésé aujourd'hui, Maître Bob qui est devant vous, vient chez vous et commet une infraction. Vous vous sentez lésé dans vos droits. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez simplement saisir les cours et tribunaux et rester en justice contre Maître Bob. Maître Bob, moi j'estime que Maître Bob a violé mes droits et qu'il n'a pas le droit de me taper. Il n'a pas le droit de me gifler. Il n'a pas le droit de me voler. Conséquence, quand je vois les cours et tribunaux et je me plains du mauvais comportement de Maître Bob à mon égard. Ce comportement m'a lésé dans une certaine mesure parce que je vois que finalement, je suis perdant. Conséquence, geste en justice contre Maître Bob. Nous avons une justice pour ça. Nous devons tous avoir les mêmes droits. Mais quand votre parcelle de droit ses limites, là où mes droits à moi commencent, vous n'avez pas le droit de venir chez moi et faire tout ce que vous voulez. Non, pas du tout. Alors, si j'estime avoir été lésé par vous, d'une manière ou d'une autre, la seule possibilité, c'est de saisir les cours et tribunaux. En vous accusant, on va vous faire venir et nous allons débattre. Vous allez dire si vous avez raison ou tort en toute égalité. Ok, merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier. Mais avant de se séparer, j'aimerais savoir, ou ceux qui sont là en train de nous suivre, nous aimerions vraiment savoir quelles sont les responsabilités d'un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme. Maître Bob. Les responsabilités d'un gouvernement, un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme. J'ai dit qu'il existe l'Organisation des Nations Unies et il existe des États membres de cette organisation. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes un État membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'ONU en bref, et que vous ne respectez pas les droits de l'homme? Parce qu'avant d'adhérer à l'ONU, vous promettez à travers un document signé, ratifié par vous, que vous serez censé respecter les droits de votre population, les droits fondamentaux, appelés droits de l'homme. Alors, lorsque vous, un État, vous ne respectez pas ces droits fondamentaux de l'être humain, la conséquence dans ce cas, c'est que vous serez frappé par des sanctions bien prévues au niveau de l'ONU. Vous verrez, vous risquez même une expulsion. Parce que quand vous adhérez à l'ONU, vous avez des droits et des obligations, notamment le respect des droits de l'homme. Vous êtes obligé
de respecter les droits fondamentaux de votre population. Sinon, il y a des mécanismes internationaux pour vous obliger. On peut vous faire des sanctions économiques, on peut vous faire des sanctions à tous les niveaux, puisque vous avez souscrit à la Charte des Nations Unies qui constitue l'adhésion à cette organisation. Il y a toujours des règles quand vous intégrez une organisation. Ah oui. Et ces règles, vous devez les respecter, notamment le respect de votre population, des droits fondamentaux de votre population. J'ai dit tout à l'heure, lorsque vous m'aviez demandé à quel moment est-ce qu'il y a violation des droits de l'homme, j'ai dit qu'il y a violation des droits de l'homme lorsque, forcément, il y a un membre du gouvernement ou une autorité établie qui viole, qui use de son pouvoir pour violer le droit d'un paisible citoyen. C'est à ce moment qu'il y a droit de l'homme. J'insiste puisque c'est important. C'est à ce moment qu'il y a violation des droits de l'homme. Alors, lorsque cela arrive dans un État, vous êtes là, on a violé votre droit. Vous n'avez pas la possibilité de saisir les instances internationales simplement parce que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas de moyens, vous ne connaissez personne qui puisse vous permettre d'atteindre le niveau international. Qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras? Non. C'est pour ça qu'il existe les organisations des droits de l'homme. Vous entendez toujours, droit de l'homme baye. Au Salinga Mabe, nakyo mona batwa droit de l'homme. Batwa droit de l'homme bazo remplacer justice te. Bango wana bazana droit à convoquer Moutouté pour dire oh non au Sali boye na boye. Qu'est-ce qu'eux vont faire? Le travail, lorsque vous estimez être lésé face à une autorité plus forte que vous, voyez les organisations des droits de l'homme. Faites-les voir qu'il y a une autorité qui vous piétine et qui use de son pouvoir. Quel sera leur rôle dans ce cas? Le rôle dans ce cas sera donc de vous défendre. Ils peuvent même mettre des avocats, comme chez nous. Je vous l'avais dit, je suis défenseur des droits de l'homme à la Ligue internationale des conseillers, LIC en sigle. Le rôle ici de l'organisation des droits de l'homme sera de vous assister en justice. Si vous n'avez pas d'avocat, si vous n'avez pas les moyens de vous battre contre ces messieurs, cette organisation vous vient en soutien. C'est une organisation d'appui à la démocratie qui vient chez vous pour vous protéger, qui vient chez vous pour empêcher à l'autorité de piétiner vos droits. Et là, vous allez voir les défenseurs des droits de l'homme venir chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle autorité? Ils font un document qu'ils vont envoyer à l'Organisation des Nations Unies. Eux, ils devront faire ça, mais à leur niveau, vous êtes obligés, dans ce cas-là, de voir une organisation des droits de l'homme afin que ces gens-là vous protègent et assurent une protection. C'est l'occasion pour moi ici de saluer M. Jonathan Lumbala, qui est le numéro 1 de la Ligue internationale des conseillers, qui au niveau national protège la population et arrive à sécuriser cette population lorsqu'elle est intimidée ou piétinée par une autorité établie. Donc voilà de quelle aussi manière, pour vous compléter, une population qui est piétinée par une autorité pourrait arriver à protéger ses propres droits. En allant, par exemple, voir une organisation de droits de l'homme qui devra assurer sa protection. Voilà un peu de quelle manière, lorsque l'État déborde, une population peut être protégée. Avez-vous un mot à ajouter partant de tout ce que vous venez de parler? Bien sûr, le mot que j'aimerais ajouter, c'est que nous, notre État, puisque nous sommes Congolais, soit un peu chauvin parfois, nous avons fait dernièrement une avancée en termes des droits de l'homme. Pour ne pas revenir sur le passé où le droit de l'homme n'était pas très respecté. Mon vœu à moi, en tant qu'avocat et défenseur des droits de l'homme, serait de voir que dans notre pays, les droits de l'homme sont respectés. Que dans notre pays, le droit de l'homme soit une règle que personne ne peut déroger. Aujourd'hui, pendant que tout le monde s'attend et veut à ce que ces droits de l'homme s'appliquent, nous constatons quelque part que dans une certaine mesure, il y a une forme de recul des droits de l'homme. On voit des journalistes arrêtés parce qu'ils ont émis des opinions. Je crois que ce n'est pas ça que les Congolais attendent. Je ne vise pas un individu en faisant cette analyse, mais je pense que le minimum pour l'actuel gouvernement congolais n'est pas de revenir dans les tares ou dans les erreurs du gouvernement passé ou des anciens pouvoirs, pour ne pas les citer. Mais j'ose croire que ce que nous semblons voir ces derniers temps,
l'actuel gouvernement semble emboîter les pas que nous avons décriés dans les gouvernements passés. Mon vœu est de voir la République démocratique du Congo devenir un véritable état des droits. Non pas un état des droits sur papier ou dans les discours politiques, mais effectivement un état des droits qui respecte. Que vous soyez membre de l'Union sacrée, vous commettez une faute, on vous sanctionne. Que vous soyez membre de l'opposition, si vous avez raison, même si vous êtes face à un membre de l'Union sacrée, on vous sanctionne. C'est ça le vœu que moi j'ai. C'est ça le vœu où, à ce moment-là, je dirais que le gouvernement a fait son travail. Mais pour le moment, je suis un peu déçu par la démarche ou les dérives dans lesquelles nous commençons à aller, parce que les droits de l'homme deviennent bafoués. Qui parle des droits de l'homme parle aussi des libertés d'expression. Laissez la presse être libre. On voit M. Macron en France se faire tabasser dessus. Ce n'est pas parce qu'il est Macron qu'on fait du mal ou on insulte même le président de la République. Et vous voyez que là, c'est un niveau supérieur. Mais ici, chez nous, vous osez insulter le président de la République. Même quand vous le critiquez, on dit « on en outrage au chef de l'État ». Ça, ce n'est pas un État sérieux. Il ne faut pas qu'on soit un État voyou, mais il faut qu'on soit un véritable État de droit dans les actes et dans les paroles. Dans les actes et dans les paroles, merci beaucoup, Maître Bob, d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle, vous êtes avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, docteur en droit, assistant à l'Université de Lubumbashi, faculté de droit, analyste politique indépendant et défenseur des droits de l'homme à la Ligue internationale de conseillers. Merci encore une fois de votre invitation et je remercie également les autorités de la chaîne pour cette grande initiative d'ambition. Et pour ceux qui ne sont jamais venus ici, je vous invite à venir ici, à BSC Télévision. Je crois qu'il y a de la vie, c'est une œuvre à grande vision, d'où sortiraient des grands journalistes. Donc, chapeau bas aux leaders de la chaîne. On voit l'initiative et la grandeur d'esprit. Merci encore une fois pour l'invitation. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ah oui, ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette émission Emergence Day. Nous avons parlé de deux sujets. D'abord, l'émergence du journalisme en République démocratique du Congo avec Orisia Sakiriki et du droit de l'homme avec Maître Bob Ngoy Mujinga. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de BSC Télévision, votre meilleure chaîne d'information. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.